J'avais déjà tenté de créer des animations graphiques avec l'IA auparavant, mais Nano Banana m'a enfin permis de débloquer le processus. J'ai pu réaliser cette animation de bandeau-titre personnalisé, ce qui était le plus simple. Cependant, j'ai aussi découvert de nombreux styles différents applicables à divers cas d'usage ou niches, comme les vidéos explicatives, les visualisations de données, le style documentaire en parallaxe, les diagrammes éducatifs et même cette animation cartographique assez complexe, qui nécessitait auparavant des jours de travail hautement spécialisés. La fin était un peu absurde, je l'ai ajoutée pour le plaisir. Mais la première moitié de cette séquence, toutes les animations de cartes, est quelque chose d'utilisé constamment dans les vidéos et qui exige un animateur qualifié ou une équipe d'animateurs pour être réalisé de manière traditionnelle. J'ai créé cela en moins d'une heure, et ce n'était qu'en expérimentant et en comprenant le processus. Je pourrais le faire plus rapidement maintenant. Tous ces exemples sont une combinaison de Nano Banana et d'autres outils vidéo basés sur l'IA. L'animation de carte finale a requis le plus d'étapes. Je la garderai donc pour la fin. Bienvenue sur l'Horizon Digital, où nous explorons les frontières de la création numérique avec l'intelligence artificielle. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment j'ai transformé des jours de travail spécialisés en une animation complexe de cartes, le tout en moins d'une heure. Un exemple assez facile pour commencer est cette visualisation de données. Pour cet exemple, j'ai trouvé un graphique existant sur l'adoption de l'IA dans diverses industries. C'était à titre d'exemple, mais vous pourriez tout à fait utiliser vos propres données et demander une création à partir de zéro, ou même fournir un croquis très sommaire de ce que vous souhaitez. J'ai ensuite importé cela dans Gemini pour l'éditer avec Nano Banana, en utilisant l'application Google Gemini. De là, j'ai ajouté une instruction, transformant ce diagramme à barres en une visualisation de données futuriste, avec quelques autres éléments. Le résultat a été excellent dès la première tentative. Pas parfait cependant. J'ai dû le nettoyer et supprimer toutes les barres. Il n'y a eu que quelques allers-retours, mais cette étape était assez simple. J'ai rencontré des problèmes plus difficiles à résoudre dans d'autres exemples, et je vous montrerai comment j'ai corrigé chacun d'eux plus tard. Si vous utilisez Nano Banana dans Gemini ou Google AI Studio, qui est un environnement entièrement gratuit, il y aura un filigrane. Les outils qui l'ont intégré via l'API, comme Freepik, n'auront pas de filigrane. Cependant, le petit filigrane est assez discret et facile à retirer si vous le souhaitez. Une sélection rapide avec la fonction de remplissage génératif suffit. Je tiens à mentionner d'emblée qu'un autre outil très utile est un optimiseur d'échelle, ou Upscaler. J'ai utilisé Magnifique AI, qui est plutôt coûteux, mais j'ai amélioré la résolution de certaines de ces images avant de les animer. J'ai parfois oublié de le faire, mais l'utilisation d'une méthode quelconque pour optimiser la résolution de ces images est très bénéfique. Maintenant que j'ai ces deux images, pour les animer entre elles, vous devez utiliser une plateforme qui offre l'option de cadre de début et de fin. Les trois plateformes que j'ai le plus testées étaient Hio, Kling et Midjourney. Hio a été le gagnant dans presque tous les cas, suivi de Kling pour quelques-uns. Tout ce que j'ai à faire est de glisser le cadre de début, puis de télécharger le cadre de fin, et enfin de taper une courte instruction. Je peux la garder assez simple, car il y a déjà beaucoup d'informations dans les images. L'IA sait ce qu'elle doit faire. Il suffit ensuite de générer l'animation. Et voici le résultat. C'était assez facile. Si cette instruction semblait longue pour obtenir le style, je l'ai aussi essayé avec une instruction beaucoup plus simple, du type « Rendre ce graphique plus cool et plus futuriste ». Et le résultat était peut-être même meilleur. J'ai donc suivi les mêmes étapes pour celui-ci également. Voici le résultat. En utilisant essentiellement la même technique, mais dans un style complètement différent, j'ai créé l'exemple du rhinocéros. Cela pourrait être utilisé dans une vidéo éducative, par exemple, pour expliquer la fonction de la plus petite corne. Cet exemple provenait d'une ancienne instruction que j'avais sauvegardée d'Umesh AI sur Twitter. Je voulais voir si je pouvais en faire une vidéo. Au début, j'essayais avec une personne qui courait,
Puis l'image zoomait sur sa cheville, comme si elle se blessait. Cela n'a pas fonctionné et a rencontré des problèmes de modération de contenu, ce que j'aurais probablement dû anticiper. J'ai donc opté pour le rhinocéros. Au début, le style obtenu ne me plaisait pas. J'ai alors utilisé l'image originale d'Umesh comme référence de style et j'ai demandé une vue de côté. Ensuite, j'ai dû zoomer, changer l'angle de la caméra et mettre la corne en rouge. J'ai rencontré des problèmes à plusieurs reprises. L'IA mettait constamment les deux cornes en évidence. Souvent, lorsque l'IA se trompe sur un détail comme celui-ci, elle reste bloquée et prétend avoir effectué les changements, mais vous renvoie toujours la même image. C'est frustrant, mais j'ai constaté que la meilleure chose à faire dans ce cas est de simplement commencer une nouvelle conversation. Vous pouvez alors réessayer avec un contexte frais. Et une astuce rapide, si vous ne le savez pas, au lieu de télécharger une image pour pouvoir la réutiliser dans une instruction, vous pouvez simplement la copier. Que vous soyez dans la même conversation ou une nouvelle, vous pouvez la coller directement. Cela fait gagner beaucoup de temps et évite l'encombrement qui peut s'accumuler dans votre dossier de téléchargement. Mais dans la conversation suivante, cela a parfaitement fonctionné. L'IA a suivi toutes mes modifications. Le résultat était presque parfait. Je voulais un zoom un peu plus rapproché, alors je l'ai simplement recadré moi-même. J'ai finalement traité les deux images avec l'optimiseur d'échelle créatif de Magnifique AI. Ensuite, l'animation dans Hio a été très simple. Je l'ai lancé plusieurs fois au cas où, mais le résultat a été excellent. Voici le résultat final. Cette technique pourrait être très utile pour le contenu éducatif. Vous pourriez utiliser un style unique tout au long de la vidéo, chaque fois que vous avez besoin d'illustrer un concept. Ensuite, j'ai un exemple un peu plus pertinent pour le type de contenu que je crée. Je réalise beaucoup de vidéos explicatives couvrant divers sujets liés à l'IA, et l'ajout d'animation graphique à l'écran est très utile. J'ai maintenant un monteur qui m'a aidé pour quelques-unes de mes vidéos récentes, mais j'ai fait tous les montages moi-même pendant les 2 années précédentes. Et cela prend énormément de temps de créer même de simples animations parfois. Cette technique pourrait donc me faire gagner un temps précieux. J'ai opté pour une version très simplifiée de la manière dont un modèle d'IA est entraîné. Il s'agissait simplement de prouver le concept avant de le tester avec quelque chose de plus complexe. Pour cela, j'ai simplement utilisé une instruction textuelle, sans image de référence, avec le générateur d'images Imagine 4 de Google, qui est robuste et offre une excellente adhérence aux instructions. C'était une instruction plus longue pour couvrir tous les besoins, mais pas excessivement complexe. Ce type de choses n'aurait pas été possible il y a 1 an, et l'IA a réussi du premier coup, atteignant parfaitement le style que je recherchais. C'était impeccable. Ensuite, j'ai dû retirer les icônes pour obtenir uniquement l'arrière-plan, ce qui a échoué la première fois. Mais heureusement, l'IA ne s'est pas bloquée cette fois-ci et a réussi du 2e coup. Comme vous pouvez probablement le deviner, j'ai ensuite importé cela dans Hio pour l'utiliser comme cadre de début et de fin. L'instruction demandait aux icônes d'apparaître de manière dynamique. Cela a bien fonctionné, mais j'avais ensuite besoin que l'animation montre les données se déplaçant à travers l'entraînement vers le modèle d'IA. J'ai donc expliqué ce que je voulais avec une flèche, l'engrenage qui tourne, puis le modèle d'IA qui s'illumine. Il a fallu pas mal d'essais pour obtenir le bon résultat. Et en fait, l'IA n'a jamais été exactement parfaite comme je le voulais. L'animation aurait dû commencer sous les données ici, mais c'était une correction facile dans Premiere Pro avec un masque. Je pense que le résultat est incroyable. Je pourrais absolument l'utiliser dans l'une de mes vidéos. Même avec un peu d'essais et d'erreurs, cela a été extrêmement rapide. Il m'aurait fallu énormément de temps pour créer manuellement une animation, même relativement simple comme celle-ci. Pour le bandeau titre inférieur, celui-ci était vraiment facile. J'en ai fait 4 versions différentes, et toutes étaient superbes. J'ai réalisé une version plus standard, une autre plus technologique avec des dégradés brillants, et une version néon-futuriste. Vous pouvez créer toutes sortes de styles, du plus simple au plus complexe. J'ai en fait obtenu cette instruction de base de ChatGPT.
Ensuite, il m'a suffi de remplacer la section de style pour chaque version. Chacune a été réussie dès le premier ou le deuxième essai. Et selon le style, il pourrait être plus logique d'utiliser un écran vert ou un fond noir pour faciliter la suppression ultérieure. Pour celui-ci, je n'avais besoin que des cadres de fin. J'ai également demandé à ChatGPT de générer les instructions pour chacun d'eux. Elles sont donc un peu longues. Vous pourriez certainement opter pour une instruction plus simple, et cela devrait fonctionner tout aussi bien. Mais c'était tout. Et de là, je suis passé directement dans Premiere Pro pour détourer l'écran vert ou ajouter un mode de fusion selon l'arrière-plan. Je voulais vous montrer un autre exemple avant d'aborder les animations de cartes. J'ai voulu voir si je pouvais recréer l'effet de parallaxe utilisé dans de nombreuses chaînes documentaires sans visage sur YouTube. C'est là que plusieurs couches s'assemblent pour créer une scène. C'est celui qui m'a le plus surpris. Je pensais que cela allait échouer à coup sûr avec l'effet de parallaxe. J'ai décidé de l'essayer avec une scène d'Alan Turing, le genre de choses qui pourrait apparaître dans un documentaire en parlant de sa jeunesse. J'ai obtenu une image de lui dans ce cadre, avec un tableau noir en arrière-plan et un bureau devant lui. Et c'était juste du texte vers l'image. Encore une fois, je n'ai même pas téléchargé d'image de référence de lui, et le résultat était très similaire. Mais de là, j'ai simplement demandé chaque couche séparément. Donc, en commençant par l'arrière-plan, puis j'avais besoin de lui seul. Cela n'a pas fonctionné du premier coup, mais a fonctionné du deuxième. Et puis, j'avais besoin juste du bureau. Ensuite, quand j'ai téléchargé ces 3 éléments et demandé à NanoBanana de les composer, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. J'ai donc fini par les importer dans Photoshop et les placer là où j'en avais besoin. Et puis, j'ai utilisé le remplissage génératif pour obtenir son corps ici. J'ai donc utilisé ces éléments comme cadre de début et de fin pour que chaque pièce glisse à sa place. Et Yo a clairement échoué sur celui-ci. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai donc importé l'ensemble dans Kling. Et pendant que j'attendais que cela génère, je ne m'attendais pas à ce que ça marche. J'avais en fait commencé à en créer un avec ces boîtes d'annotation. J'allais l'importer dans V3 et expliquer ce que je voulais qu'il fasse. C'est une technique qui a très bien fonctionné là-bas. Mais ça a finalement très bien fonctionné dans Kling. Donc, je n'ai pas eu besoin d'emprunter cette autre voie. C'était déjà une preuve de concept décente, mais je voulais aller plus loin et tester le changement d'arrière-plan. Donc, de retour dans NanoBanana, j'ai demandé de remplacer l'arrière-plan par une scène de bureau de codage des années 1940. Ensuite, j'ai ramené cela dans Photoshop avec les mêmes couches qu'avant, lui et le bureau, et je les ai juste légèrement déplacés pour qu'il y ait un effet de parallaxe supplémentaire. Et Yo a encore échoué. J'ai donc dû revenir à Kling pour que l'arrière-plan change, et le résultat était excellent. Ensuite, pour la touche finale, il fallait des superpositions, qui sont presque toujours utilisées dans ce style. J'ai donc généré une superposition de braise dans Yo. Celle du grain de film et de la poussière et des rayures n'a pas aussi bien fonctionné. J'ai donc simplement pris une image de stock de Storyblocks à la place. Ensuite, dans Premiere Pro, c'était juste une manière standard de superposer ces éléments. En utilisant simplement un mode de fusion écran et en abaissant l'opacité à environ 15 à 20%. Ce n'est pas censé être un tutoriel de montage, mais je veux juste m'assurer de couvrir tout. Par exemple, dans CapCut, ils ont aussi des effets de glisser-déposer comme celui-ci. J'ai également importé uniquement les images pour qu'il y ait une pause plus longue entre les changements et aussi à la fin. Et voici le résultat final de l'ensemble. Le travail solitaire de Turing s'est rapidement transformé en un effort d'équipe à Bletchley Park, où des centaines de personnes ont lutté pour briser Enigma. Je pense que le résultat est vraiment bon. Il serait difficile de faire cela avec plus de couches et d'avoir un contrôle sur des scènes plus longues. On pourrait certainement rencontrer des problèmes et rester bloqué, mais peut-être pas. Passons maintenant au projet final, les cartes. J'en ai fait 2. Je vais donc vous montrer le plus simple en premier. Il s'agissait de la célèbre Delicate Arch dans le Parc national des Arches. Pour cela, j'ai simplement trouvé une petite carte du sentier menant à Delicate Arch. Ensuite, j'ai demandé à l'IA de la styliser d'une manière nouvelle et plus intéressante. C'était une instruction assez longue,
Mais la partie la plus importante était probablement restyler tout comme un parchemin vieilli avec un subtil relief 3D. Honnêtement, j'aurais probablement pu me contenter de cela, mais le restylage était impressionnant. Après cela, cela n'a pas fonctionné avec ce que je demandais pour abaisser la caméra et ajouter l'arche et tout le reste. J'ai donc fini par ouvrir une nouvelle conversation. J'ai demandé à l'IA de dézoomer pour montrer la carte posée sur une table. Puis j'ai essayé de placer un petit cercle rouge là où je voulais que l'arche soit. Cela avait fonctionné dans d'autres situations. Mais cela n'a pas marché pour celui-ci. L'IA l'a placé juste au milieu. J'ai essayé plusieurs fois et cela n'a tout simplement pas fonctionné en utilisant cette méthode d'instruction. Ce qui a finalement fonctionné, c'est d'expliquer que je voulais que l'arche soit près du coin supérieur droit du papier. Le résultat était parfait. Ensuite, il ne me restait plus qu'à zoomer et à changer la perspective, ce qui a donné un excellent résultat. Hyo a de nouveau été le gagnant pour les animations. Il a proposé de nombreuses façons intéressantes d'apparaître, mais j'ai particulièrement aimé l'effet de révélation par le sable, étant donné que l'arche est faite de grès. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais la conception sonore est toujours un facteur important dans une vidéo. Elle aide vraiment à tout assembler et à rendre l'expérience plus immersive. J'ai donc utilisé des effets sonores de stock pour toutes ces animations. Vous pouvez également générer des effets sonores sur plusieurs plateformes. Eleven Labs est devenu assez performant à cet égard. Mais pour les sons de stock, j'ai personnellement un abonnement à Storyblocks. Il existe également des sites gratuits comme Pixabay et Pexels. Celui-ci n'a nécessité que quelques effets sonores. Le suivant en a demandé beaucoup plus. Voici le résultat à nouveau. Ce résultat final est plutôt cool et pourrait être une animation réellement utile. Vous pourriez même probablement aller plus loin avec une animation de style intro de Game of Thrones, ce qui pourrait être assez impressionnant. L'animation de la France et de la Tour Eiffel a été un processus plus long, c'est certain, mais ce n'était pas si difficile, surtout si l'on considère à quel point c'est complexe à réaliser par d'autres moyens. J'ai même téléchargé la vidéo dans Google AI Studio et demandé à Gemini de l'analyser et d'estimer le temps de création. La première réponse a estimé cela à plusieurs jours, voire quelques semaines, selon la complexité des éléments initiaux. J'ai donc demandé « Et si vous utilisiez des éléments préfabriqués ?» Et l'IA a quand même répondu qu'atteindre le niveau de finition et la synchronisation précise vue dans la vidéo prendrait probablement à un animateur qualifié quelques jours, soit 3 à 5 jours de travail dédiés. C'est pourquoi il est si incroyable de pouvoir faire cela et d'avoir un certain contrôle, comme je l'ai fait ici. Ce n'est pas parfait, mais c'est plutôt bon, et je pourrais l'améliorer maintenant, après avoir résolu les problèmes, si j'essayais à nouveau. Mais voici comment cela a fonctionné. J'ai obtenu une simple image satellite de la France, comme celle de Google Maps. J'ai également dézoomé pour obtenir une vue du monde entier. Ensuite, j'ai demandé à l'IA de surligner la France en rouge et de supprimer les autres textes. Puis, j'ai eu besoin d'une étiquette pour la France. Lorsque j'ai voulu la styliser différemment, un peu comme cette image, cela n'a pas du tout fonctionné. L'IA ne savait plus où se trouvait la France. J'ai continué à essayer et je n'arrivais pas à la faire fonctionner. Ce n'était pas la première conversation où je faisais cela. J'ai été surpris de voir à quel point elle était mauvaise pour surligner la France. Je pensais qu'elle aurait plus de données cartographiques et serait capable de mieux s'en sortir. Même cette image avait la France étiquetée, et le résultat était toujours celui-ci. C'est pourquoi j'ai fini par utiliser celle où la France était assez bien surlignée, et aussi pourquoi j'ai opté pour ce style exact. Ensuite, j'ai eu cette image, et j'ai dû changer l'angle de la caméra et ajouter un contour. Puis, j'ai dû atténuer un peu l'éclat. Cela a très bien fonctionné. La partie qui n'a pas fonctionné était l'ajout de la Tour Eiffel. Elle la plaçait toujours au mauvais endroit. Je n'arrivais pas à la mettre au bon endroit. Alors, j'ai fini par corriger cela dans Photoshop. Elle est censée être plus proche du nord de la France. Cela ne me prend que quelques minutes. C'est donc mieux que des allers-retours constants. C'était donc tout ce dont j'avais besoin pour le premier cadre de début et de fin. Mais ensuite, je zoomais jusqu'à une vue réelle de la Tour Eiffel. J'avais donc besoin d'une image de celle-ci. Cela s'est avéré très facile.
Lorsque vous survolez la tour Eiffel sur Google Maps, il y a cette jolie animation. J'ai donc fini par prendre quelques captures d'écran de cela. La plupart du temps, cela ne fonctionne pas aussi facilement. Mon plan initial était d'utiliser Google Earth Studio. Si vous n'avez jamais utilisé Google Earth Studio, vous pouvez vous déplacer partout sur la Terre entière. Vous pouvez zoomer et dézoomer sur n'importe quel emplacement. Vous pouvez également simplement taper l'endroit où vous voulez aller. De là, vous pouvez déplacer la caméra dans l'espace 3D et obtenir n'importe quelle perspective que vous souhaitez. C'est ce que j'aurais normalement utilisé pour le cadrage. Vous pourriez donc les utiliser telles quelles ou les importer dans Gemini. Demandez une image vue de ce point de vue. Et puis, j'ai dit de la rendre réaliste, pas comme si elle avait été prise sur Google Maps. Et le résultat était incroyable. J'aurais préféré faire cela au lieu de la version que j'ai choisie. Et vous pouvez le faire dans toutes sortes de styles différents. Vous pourriez faire un style Sims si vous le vouliez, ou une version Minecraft ou Grand Theft Auto. Et de retour à Google Earth Studio. Vous pouvez même faire des animations directement à l'intérieur, où vous zoomez depuis l'espace jusqu'à un emplacement, ou d'un emplacement à un autre, ou même de manière entièrement personnalisée, où vous pouvez contrôler chaque image clé et chaque perspective. C'est super amusant. Je l'ai utilisé dans certaines vidéos précédentes. Mais de toute façon, j'ai fini par utiliser seulement 2 images de l'animation originale que j'ai montrée sur Google Maps. Et le surlignage et les notes ont été faits en utilisant une instruction que j'ai vue de Bill Owl sur Twitter. Vous êtes un générateur d'expériences de réalité augmentée basé sur la localisation. Surlignez le point d'intérêt dans cette image et annotez les informations pertinentes le concernant. Cette instruction m'a en fait inspiré à comprendre tout ce processus d'animation. Donc, en utilisant cette instruction exacte, j'ai obtenu une excellente image. Elle était parfaitement surlignée et contenait les informations la concernant. Ensuite, il ne restait plus que le même processus à nouveau, en utilisant les cadres de début et de fin et Yo pour la prise de vue initiale. La même chose pour la prise de vue suivante, en zoomant. Et la même chose pour l'éclat et les informations qui apparaissent. Je ne me souviens plus laquelle de ces versions j'ai utilisée exactement. J'ai obtenu pas mal de versions différentes. Les instructions étaient assez simples pour toutes celles-ci et j'étais assez enthousiasmé par le résultat. Puis, j'ai décidé d'ajouter ce dernier petit zoom sur moi, assis dans un café avec la tour Eiffel en arrière-plan. Pour cela, j'ai simplement téléchargé une image de mon visage et j'ai demandé à l'IA de me montrer en train de siroter un espresso dans un café français avec vue sur la tour Eiffel. Ensuite, j'ai modifié cela pour qu'il y ait l'espresso et un croissant sur la table. Puis, je me suis donné un béret. Ensuite, le même processus de cadre de début et de fin a été appliqué ici aussi. Après cela, il y a eu, bien sûr, la conception sonore. C'est toujours un projet en soi. Il y a certainement plus d'implications sur celui-ci, mais cela finalise vraiment le tout. Il est très important de consacrer du temps à la conception sonore. C'était donc le processus complet pour cela. Je suis toujours choqué d'avoir pu y arriver sur celui-ci. Je vais le rejouer une dernière fois ici. La fin était un peu absurde. Je l'ai ajouté juste pour le plaisir. Je prévois de faire beaucoup plus d'expérimentation. J'ai essayé de montrer tous les échecs et les solutions de contournement. Je ne veux pas que cela paraisse plus facile que ça ne l'est. Donc, cela ne remplace pas complètement les outils originaux, mais cela rend les choses considérablement plus simples. Ces allers-retours et ces essais-erreurs, je les fais à la place des centaines d'heures qu'il faudrait pour apprendre After Effects. Et cela, bien sûr, ne remplace pas le travail complexe d'animation graphique, mais cela peut faire des animations graphiques de base et plus encore. Donc, pour moi ou la plupart des youtubeurs qui doivent apprendre une vingtaine de compétences différentes pour lancer une chaîne et essayer de les maîtriser au fil des années, en apprenant au fur et à mesure, cela peut être un excellent moyen d'obtenir des animations graphiques plus tôt, quand on ne peut pas encore embaucher quelqu'un ou apprendre toutes les compétences. J'ai donc trouvé cela vraiment cool.